Énergie, choix de développement et futur climatique. Alors pourquoi ce titre? De l'énergie on en a besoin pour pouvoir se développer, mais le type d'énergie qu'on va utiliser, ça va pouvoir influer sur le futur climat qu'on va avoir. Alors dans le mix énergétique mondial, c'est-à-dire toutes les énergies qui sont utilisées dans le monde, on constate en fait qu'il y a surtout des énergies fossiles. Beaucoup de charbon, de pétrole et de gaz à hauteur de 80% à peu près. Petit rappel sur les unités d'énergie. On a plusieurs unités d'énergie suivant qu'on veuille mesurer des petites énergies ou des grandes énergies. Dans le système international, l'énergie c'est mesuré en joules. Mais c'est pas toujours une unité très adaptée. Par exemple, si vous regardez votre facture d'électricité, l'énergie qu'on vous a délivrée en électricité, c'est facturé souvent en kilowattheure. Enfin même tout le temps. Pour les grandes quantités d'énergie, on a la tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire on prend une tonne de pétrole, ça va vous donner une certaine quantité d'énergie. 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Et 1 TEP, c'est 11 330 kW. Alors pour passer de l'un à l'autre, si vous avez une tonne de pétrole, 1 TEP, si vous voulez des kilowattheures, il suffit de multiplier par 11 630 et vous avez des kilowattheures. Si vous voulez convertir vos kilowattheures en joules, vous multipliez par 3 600 000 et puis vous avez votre énergie en joules. Inversement, si vous avez des joules au départ, il suffira de diviser pour retrouver les kilowattheures et puis à partir des kilowattheures, on redivisera par 11 630 pour retrouver les TEP. Alors dans le monde, la consommation d'énergie, elle n'est pas partout pareille. La quantité d'énergie consommée par pays, ça dépend beaucoup du développement du pays, de sa richesse en fait. Plus on est riche, plus on va consommer de l'énergie. En 40 ans, si on regarde l'évolution de la consommation d'énergie dans le monde, ça augmente. Ça a même doublé à peu près en 40 ans. Et en fait, on remarque sur ce graphique que les quantités d'énergie fossile ont aussi augmenté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne consomme pas moins d'énergie fossile, mais on en consomme de plus en plus. Ça veut dire que les quantités de gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère continuent d'augmenter. Alors, à quoi sert l'énergie? Principalement à 3 choses: à faire tourner l'industrie, pour faire tourner les usines, dans les transports, pour faire avancer les voitures, les camions, les bateaux, les avions, et puis dans le résidentiel et le tertiaire, c'est-à-dire les logements pour chauffer et éclairer les bâtiments. Si on regarde au niveau de la France, on retrouve à peu près la même répartition, un tiers transport, un tiers résidentiel tertiaire et un petit tiers industrie. On ne compte pas l'agriculture là-dedans. À noter que dans le temps, cette proportion est conservée, donc c'est assez stable. On parle de la puissance. Alors petit rappel de 2 formules. L'énergie, c'est défini comme la puissance multipliée par le temps. Ça veut dire que la puissance, c'est une énergie qu'on va utiliser en un temps donné, divisé par un temps. Donc si on prend par ordre croissant, une petite puissance, le smartphone, c'est à peu près 2 watts de puissance. Si on est au repos, on va développer une puissance d'environ 100 watts, parce qu'il faut faire fonctionner quand même le corps, le chauffer. Si vous êtes au soleil, sur 1 mètre carré, vous allez récupérer à peu près 300 watts de puissance. Si vous décidez de piquer un sprint, on va arriver à 900 watts, mais ça ne va pas durer très longtemps, parce que vous allez être vite fatigué. Le lave-linge, c'est à peu près 3000 watts, donc 3 kW. Si vous êtes en voiture, une voiture c'est à peu près 100 kW, ça dépend si c'est une petite voiture ou une grosse voiture, mais en moyenne c'est à peu près ça. Et si vous avez un réacteur nucléaire, c'est environ 1 gigawatt, 1 milliard de watts. Donc ça c'est pour les puissances. Si on parle en termes d'énergie, alors au cours d'une journée, on part sur une journée, vous prenez un homme, vous lui donnez une pelle et vous le faites travailler. La quantité d'énergie qu'il va pouvoir vous délivrer, c'est à peu près 0,05 kWh.
Si vous décidez de prendre un bulldozer parce qu'il ne travaille pas assez vite, vous avez environ 1000 kWh. Si vous avez une tonne de pétrole, donc ça c'est la définition du TEP, 11 600 kWh, et pour information, la consommation mondiale, chaque jour, c'est 37 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, la combustion, ça veut dire la pollution. Quand vous brûlez quelque chose, si c'est un combustible fossile, forcément vous allez polluer. Principalement avec du CO2, ça va rejeter principalement du CO2 quand on fait une combustion, mais pas toujours que du CO2. Et en fait, le combustible n'est jamais très propre, et des fois il y a d'autres atomes qui se glissent à l'intérieur, des atomes d'azote par exemple, et donc on va avoir des oxydes d'azote qui vont être dégagés, qui sont toxiques, des oxydes de soufre aussi, de l'ozone. L'ozone c'est très bien quand c'est très haut dans la stratosphère pour nous protéger des rayons ultraviolets, mais à respirer c'est vraiment pas bon. Et puis il y a plein de petites choses, des particules fines qui vont venir polluer la santé. Donc il y a une empreinte carbone à chaque fois qu'on va utiliser de l'énergie. Alors l'empreinte carbone, c'est la quantité de CO2 qui est engendrée par une activité, et souvent on l'exprime en grammes de CO2 équivalent pour 1 kWh d'énergie développée. Alors si on prend l'exemple de l'énergie électrique, donc de l'énergie électrique, on peut produire de l'énergie électrique avec plein de choses. On peut brûler du charbon, on peut brûler du gaz. Alors maintenant il y a les panneaux solaires qui sont photovoltaïques, les éoliennes, donc c'est l'énergie du vent, ou alors l'énergie nucléaire pour toujours faire tourner les centrales électriques. Alors quand vous allez utiliser ces énergies-là, il peut y avoir des émissions directes, c'est-à-dire que vous brûlez du charbon, et bien évidemment vous allez rejeter du CO2. Vous brûlez du gaz aussi, vous allez rejeter du CO2. En revanche, les panneaux solaires, vous les laissez au soleil, ils ne vont pas du tout dégager de CO2, donc là zéro. Même chose pour les éoliennes, 0, et pour le nucléaire, ça ne rejette pas de CO2, c'est 0. Ça c'est pour les émissions directes. Mais en fait, si on prend l'ensemble des opérations qu'il a fallu réaliser pour obtenir une énergie, donc l'extraction des minerais par exemple pour le charbon ou bien pour le nucléaire, l'extraction des matières premières pour fabriquer les panneaux solaires ou l'éolienne, le transport jusqu'à l'usine, la fabrication de la centrale, ou la fabrication des panneaux ou de l'éolienne. Alors toutes ces opérations-là, ça met en jeu des machines, et donc ça veut dire que ça va dégager du CO2. Et on dit qu'on va procéder donc à une analyse du cycle de vie. Ça veut dire de la conception, en passant par l'utilisation, jusqu'au démantèlement de la machine. Et donc si on tient compte de tout ça, et bien pour le charbon, on va avoir un petit peu plus de CO2 dégagé pour chaque kilowattheure récupéré. Pour le gaz, on va avoir aussi un petit peu plus. Et pour le solaire, ça sera plus 0. Il a fallu fabriquer le panneau solaire. Ça va nous coûter à peu près 41 grammes de CO2 pour 1 kWh récupéré. Pour l'éolien, c'est 12. Et pour le nucléaire, c'est 12. Le GIEC a donc imaginé des scénarios suivant la quantité de CO2 qu'on pourrait rejeter dans l'atmosphère dans les années à venir. Alors on voit sur ce graphique que même en diminuant les quantités de CO2 de manière très importante, on devrait au mieux se limiter à une hausse de 2 degrés. Ça veut dire que cette hausse de température, qui est irrémédiable, elle va avoir des impacts, et donc c'est le rôle du GIEC aussi de prévoir les impacts pour un certain terme. Donc ici vous avez une carte qui explique pour 2050 ce qui est prévu. Donc pour chaque endroit de la planète, il y a des impacts possibles qui sont déterminés, et ça permet d'orienter des prises de décision des différents gouvernements. Donc ici pour la France, il y a notamment des effets sanitaires avec le retour du moustique tigre qui transmet des maladies, des problèmes concernant l'agriculture avec une chute des rendements agricoles, puis des épisodes de sécheresse. Alors ça c'est pour la France, mais pour d'autres pays, les conséquences elles peuvent être bien plus graves, et on commence à parler de réfugiés climatiques.